Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Lotto Destiny. On va revenir sur la saison 2023 de cette équipe qui était pour la première fois en deuxième division. On va, depuis 2005, depuis la création, on va dire, des trois divisions. On va parler de la saison 2024, notamment du côté des transferts et puis des coureurs à suivre. Et le maillot qui change légèrement, mais la base on va dire, de ce maillot est la même. Il y a un petit changement, notamment au niveau du dégradé. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre en 2024 et puis qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions directes, notamment le biathlon. Il y aura l'individuel à Wantols, ça sera à partir de jeudi. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, c'est la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez également voir la playlist des équipes Pro Team ou la playlist de toutes les présentations cyclistes. Si vous pensez en avoir raté une, ben voilà, ça permet de faire le récapitulatif. Vous pouvez même, c'est même des playlists un petit peu, enfin il y a une des playlists qui est un petit peu spéciale, qui est une playlist podcast, donc je crois que vous pouvez même l'écouter sur YouTube podcast et peut-être Google, autant vous dire, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo. Alors la Lotto, équipe qui est quand même présente dans le monde du cyclisme depuis très 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 longtemps. La première année de la Lotto c'était en 85. Et puis cette équipe qui a eu énormément de co-sponsors, le Lotto belge, que ça soit Omega Pharma Lotto, Predictor Lotto, David Amon Lotto, Lotto Domo, Lotto Adecco, Lotto Mobistar, Lotto Bellisol aussi, comme nom, Lotto Fix All, ça a été un court moment. Cette équipe s'est appelée comme ça, et puis Lotto Soudal et maintenant Lotto Destiny depuis 2023. Équipe qui donc pour la première fois était en deuxième division depuis l'introduction des trois divisions en 2005. Donc c'est vrai que c'était un peu... Ils se sont battus en plus jusqu'à la fin pour rester en World Tour, on se disait... La question était de savoir si en 2023, ils allaient réussir à repartir dans la même dynamique que 2022, où ils avaient tout fait pour marquer le maximum de points. Et en fait, leur saison 2023, elle est vraiment pas dégueulasse du tout. Parce que bon, c'est quand même 9e au classement UCI en termes de points. Alors là, ma souris, bien entendu, a décidé de faire des siennes. Mais au niveau des points, on est à 13 846 points, donc c'est excellent. Je dirais que c'est encore une fois dans l'objectif de 24 000. 24 000, 25 000 points, tu vois, il leur manque que 10 000 points à aller chercher sur 2 ans, c'est-à-dire du 5 000 par an. Donc c'est tout à fait réalisable pour une équipe comme ça. Et pourtant, il y a eu des petits moments qui ont été plus compliqués. Je pense notamment, il n'y a qu'une victoire sur les 3 grands tours. C'est vrai, il faut bien le dire. Une victoire sur le Tour d'Espagne avec Andreas Kron. Mais c'est vrai que sur les autres grands tours, ça a été difficile, gérer en dehors du Tour d'Espagne. J'ai pas un grand souvenir de leur Giro ni du Tour de France. Il y a eu un peu Sepulveda, je crois me rappeler, mais sinon c'était pas grand chose. Mais ils ont eu du grand Arnaud Delis, ça c'est vrai que c'est leur porte-étendard. Caleb Ewan, ça a été plus compliqué, mais il a quand même apporté des points aussi, le coureur australien. Et puis il y a eu Sepulveda, il y a eu aussi un petit peu le retour de Florian Vermeersch, qui avait un peu disparu depuis quelques temps. Du bon Andreas Kron, aussi, qui commence un petit peu à bien s'affirmer dans ce collectif. Et puis l'arrivée des Van Eetveld, des Maxime Van Gils, qui font du bon boulot. L'arrivée d'Alex Segart aussi, ça c'est pour l'avenir. C'est une équipe qui a énormément de talent pour le futur. Je pense même que c'est l'équipe qui a le plus de jeunes talents. Vraiment, dans les collectifs qu'on a vus jusqu'à maintenant.
C'est une équipe qui a pléthore de jeunes talents. C'est pas 2 ou 3, comme on peut avoir dans certaines structures. Je crois qu'à part Jumbo et UAE, qui arrivent à faire mieux dans ce domaine-là, parce qu'ils arrivent à recruter à tour de bras, la Lotto, ils ont une génération là qui est vraiment dingue pour les années à venir, autour d'Arnaud Delis, mais pas seulement. Et ça, dans le futur, ça va être une équipe qui va être extrêmement costaud, qu'il va falloir suivre. Parce que les coureurs de moins de 25 ans de cette formation, je dirais même de moins de 23 ans, ils sont nombreux et nombreux à avoir du talent et du grand talent pour les années à venir. Et pas seulement du côté sprint classique, on a aussi également des côtés grimpeurs. Et ça, c'est vraiment très très intéressant pour la Lotto. Donc je dirais que l'année 2023 était meilleure que l'année 2022, même si déjà l'année 2022 avait été pas mal. Peut-être une chouille moins de victoires, et encore, je n'ai même pas vérifié le nombre de victoires par rapport aux années précédentes, mais je trouve qu'il y a des courses de qualité. Ce qui manque encore, c'est d'être présent sur les grands tours, et surtout sur les 3 grands tours. On manque aussi un petit peu de présence sur certaines courses par étapes. Il ne faudrait pas aussi avoir une Delis-dépendance. Donc d'être trop dépendant au résultat d'Arnaud Delis, parce que c'est vrai que l'année prochaine on perd un sprinter, on perd Caleb Ewan, donc ce qui fait qu'Arnaud Delis va avoir beaucoup d'importance. Il ne faudrait pas qu'il ait trop la pression aussi en termes de résultats. Ça reste un coureur jeune, même si maintenant il sait que c'est un coureur important, mais c'est un coureur qui doit encore se former, qui va encore faire des erreurs, et donc il faut faire attention tout simplement à tout ça. Mais je dirais que c'est quand même une formation que je trouve qui est très très intéressante, parce qu'il y a un nombre de talents qui sont encore jeunes, et même un Victor Campenard qui va avoir 32 ans, donc ça reste un coureur qui n'est pas très âgé, qui va être très très solide dans le futur. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner encore en 2024, Lotto. C'est l'une des équipes qui m'intéresse le plus en ce moment, la Lotto. Parce que je trouve que déjà, il y a eu une vraie reprise en main par Stéphane Hello. Par rapport à ce que cette équipe faisait auparavant, je trouve que c'était une équipe qui avait pas de gestion, qui était nickel. Et là, je trouve qu'ils ont beaucoup progressé là-dedans. Notamment, ils vont changer de fournisseur de cycle. Ils étaient chez Ridley, ils vont passer chez Orbea. Parce qu'en fait, le contrat est meilleur. Ils essayent d'optimiser aussi sur les contrats. En fait, ce que disait Stéphane Hello, c'est que c'était une équipe qui marchait un petit peu à l'ancienne. Et notamment au niveau des contrats sur des fournitures. Par exemple les vélos, même des fournitures de matériel, ils étaient très mauvais là-dedans. Ils disaient en fait avec Riley, ils payaient très cher les vélos, et qu'au niveau économie, la Lotto en fait faisait pas du bon boulot, et qu'ils avaient en fait des gros budgets mais qui dépensaient beaucoup par rapport à d'autres équipes dans des domaines où ils pourraient faire des économies. Et Stéphane Hello fait des économies. Il va y avoir aussi l'arrivée, moi j'attends de voir, de Tony Galopin, ce qu'il va apporter dans ce collectif. Donc non, c'est très intéressant, parce qu'on a toujours les têtes d'affiche, on va dire, chez les directeurs sportifs qui sont là depuis longtemps. Je pense à Mark Wouters et Mario Hart. Je sais plus si Montfort continue, mais je crois qu'il continuait, Maxime Montfort, du côté de la Lotto, pour je dirais plus le côté montagne. Et non, il est chez Lidl Trek, pardon. Je pensais qu'il était resté chez Lotto. Non, il passe chez Lidl Trek, Maxime Montfort, j'avais raté ça. Mais on va avoir une équipe qui va être très très intéressante. Et je trouve que c'est une équipe qui bosse bien en plus en ce moment, qui avait un peu de retard. Et je trouve que c'est une équipe qui a récupéré énormément de son retard en très peu de temps. C'est une équipe qui avait notamment une réserve depuis très longtemps, mais qui avait une réserve qui n'était pas professionnelle, on va dire, qu'elle n'était pas en continental. Là aussi, ils ont amené ça. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer dans le futur, Lotto, mais c'est vraiment une équipe qui me donne envie, voilà, pour le futur. C'est vraiment une équipe où je me dis, là, Lotto Destiny, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je vous le dis toujours, il y a des équipes qui m'intéressent peu dans le monde du cyclisme, pas forcément même des équipes en dehors de la France. Il y a des équipes françaises aussi qui m'intéressent pas tant que ça. La Lotto Destiny, je trouve que le collectif me donne vraiment envie de voir ce que ça va donner pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de pépites que je veux voir vraiment dans cette équipe. Et ça, ça donne vraiment envie, je trouve, dans cette équipe, et comment cette équipe va réussir à évoluer. On regarde les victoires de 2023.
pas mal de victoires dans cette équipe et surtout pas mal de coureurs qui ont gagné alors qu'ils n'avaient pas le maillot de la formation ce jour-là. Ça commence avec Lennart Van Helvelt qui a remporté le Alpe-Isère Tour en remportant l'étape 5 et l'étape 4. Jarne Van de Paar qui lui a remporté la deuxième étape du Tour du Loir-et-Cher. Le Giro Next Gen avec l'étape 1 remportée par Alex Segart. Le contre-la-montre par équipe sur le Tour d'Alsace également remporté. Harm Van Hoek qui remportait la troisième étape du Tour de Souf Bohemia en République tchèque. Et puis Alex Segart lui devenait champion du monde, champion d'Europe, pardon, espoir du contre-la-montre, puisque champion du monde, il y avait Lorenzo Milesi. On continue avec les victoires, où là c'était les maillots de cette formation. Ça a commencé assez vite, dès le 22 janvier avec la Classicat Comunale Valenciana 1969, avec Arnaud Delis, qui remportait également 2 étapes sur l'étoile de Bessèges. Le Samin était remporté par Milan Menten. Tilde Decker remportait la 3e étape du Tour de Taïwan. Le Grand Prix du Morbihan était remporté par Arnaud Delis. Caleb Ewan remportait le Van Merkestein Fences Classique. Lennart Van Helvelt remportait l'étape numéro 3 du Sibiu Cycling Tour, c'était plutôt l'étape numéro 2, même Arnaud Delis remportait la 2e étape du Tour de Wallonie. À ce moment-là, on était en juillet, on n'était qu'à 9 victoires et on a fini l'année à 21 victoires. C'est pour vous dire qu'entre juillet et octobre, ça a vraiment carburé sévère, notamment avec l'étape 2 et le classement général du Tour de Castille et Léon pour Eduardo Sepúlveda l'Argentin. La Polynormande pour Arnaud Delis, qui a remporté également quelques jours après le mémorial Jeff Sheeran, le Tour of Leuven. Il remportait Victor Campenaerts, le Dru Vankers Overijse. Jasper de Buyts remportait la Egmont Cycling Race. L'étape numéro 2 du Tour d'Espagne était remportée par Andreas Krohn. Arnaud Delis remportait le Grand Prix cycliste de Québec. Jarne Van de Paar remportait la 2e étape du Tour of Taiku Lake. Victor Campenaerts remportait la 4e étape du Tour du Luxembourg, c'était un contre-la-montre, et Arnaud Delis remportait le circuit franco-belge et la Lotto Phamen Ardennes Classique en fin de saison. On a 2 victoires en World Tour pour cette équipe et pas mal de classiques belges dans la saison, parce que cette équipe maintenant se concentre énormément sur les courses belges. Alors par rapport à 2022, il y a 4 victoires en main, on était à 25 contre 21 en 2023. Par contre, si on compare aux 2 années précédentes, 2021-2020, eh bien c'est bien mieux. Le record est toujours détenu par l'année 2015 avec 40 victoires pour cette formation. À l'époque, il y avait André Greipel et puis il y avait aussi les courses aux États-Unis. C'était une époque différente. On regarde les transferts, peu de changements, 5 arrivées, 5 départs. Caleb Ewan donc, qui rejoint la Jayco Alula, Rudiger Selig rejoint Astana, Michael Schwartzmann rejoint Israël, Frédéric Frison qui rejoint la Q36.5, et puis Harry Sweeney qui rejoint EF Education EasyPost. Du côté des arrivées, on a Lionel Tamigno qui était chez Alpecin de Koninck, Jonas Gregard qui était chez Uno X, Logan Curry, lui, était dans l'équipe Bolton Equities Blackspope, Henri Van den Abele était à la DSM et Jano Beckmoes était à la Team Flanders baloise. On notera qu'il n'y a donc pas de coureur de la réserve qui monte dans l'équipe 1 cette année. On regarde tout de suite l'effectif 2024 de cette formation qui est composé de 29 coureurs. On est dans la moyenne très haute, comme Israël. On est dans les équipes qui ont le plus de coureurs. Le plus jeune de cette formation, c'est Alex Segart, qui a 20 ans et 364 jours. Le plus âgé est Thomas de Rennes, 37 ans et 70 jours, qui doit prendre sa retraite à la fin de la saison. 5 coureurs ont 30 ans ou plus, Jasper de Buyts, Victor Campenaerts, Eduardo Sepúlveda, Guarnieri et de Rent, eux, ont également plus de 35 ans. Et puis, vous retrouvez plus de 10 coureurs à 25 ans ou moins, Florian Vermersch, Sébastien Grignard, Jarrad Dresners. Vous avez également Maxime Van Riels, Henri Van den Abele, Liam Schlock, Janne Van de Paar, Jano Beckmoes, Logan Curry, Lennart Van Helvelt, Arnaud Delis et Alex Segart. Je ne sais jamais si on doit dire Van Gils ou Van Riels. Du côté de Maxime. Je sais qu'on me l'avait dit, je crois, dans les commentaires, donc si vous pouvez me le repréciser, je crois que c'est Van Gils et pas Van Riels. Mais voilà, j'ai toujours un doute, vous savez, mes connaissances importantes
de la langue belge, et notamment du flamand. L'effectif, encore une fois, comme je disais, c'est un effectif moi qui m'intéresse énormément parce que beaucoup de jeunes coureurs, beaucoup de coureurs qui sont dans des phases de progression. Vous avez également Andreas Krohn, c'est un coureur qui je trouve progresse très bien ces dernières années. Il faut le dire que quand même les trois quarts de l'effectif a 27 ans ou moins. Ça aussi, c'est très rare. C'est l'un des effectifs les plus jeunes pour une équipe comme ça de ce niveau-là. Je crois qu'il n'y a que Kern Pharma, mais bon, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs. C'est intéressant de voir que cette équipe mise sur les jeunes. Et pour le moment, ça dure aussi extrêmement bien. Moi, j'attends de voir aussi également ce que ça va donner le néo-zélandais Logan Curry, qui était chez Bolton. Est-ce qu'il va y avoir une grosse amélioration? C'est un mec qui notamment a pas mal fait les championnats du monde junior, espoir, Logan Curry en contre-la-montre. Et puis non, c'est un effectif qui m'intéresse énormément. Alors ça manque un peu de grimpeurs, mais il y en a quand même plus par exemple que chez Alpecin, parce que tu as Sepulveda. Par exemple, en tant que grimpeur, tu as Van Gils et surtout Van Edvelt. Tu as également Monique et Grignard qui sont capables de faire des choses sur des étapes un peu vallonnées. Non, je trouve une équipe qui est très intéressante, qui m'intéresse beaucoup pour le futur. On passe tout de suite au coureur à suivre. Premier coureur à suivre, pour moi, bien entendu, Arnaud Delis. Le coureur belge, le wallon, né à Libramont, qui fait 1m82 pour 78 kg, qui va commencer un peu plus tard que l'année dernière. Il va attendre le mois de février pour démarrer, et puis ensuite des grosses échéances pour Arnaud Delis, notamment sa participation sur le Tour de France. Ça sera au mois de juin. Il voudra participer également à l'Amstel, en plus de Paris-Roubaix et des classiques flandriennes. Participation également à Milan-San Remo, Paris-Nice, et puis la Classica des Almerias, ça sera le 11 février. Il a un programme quand même chargé cette année, Arnaud Delis, et puis en point d'orgue encore une fois ce Tour de France qui sera son premier grand tour. Il va commencer directement dans le grand bain avec le Tour de France, pas de Giro pour le Belge. Forcément on aura des attentes pour le coureur qui finit deuxième de Paris-Bourges, abandon ce Paris-Tour, un peu trop dur avec la mécanique, sixième de Binche-Finet-Binche, premier de la Lottofaden classique et du circuit franco-belge. On a vu encore, il avait commencé la saison, alors il avait remporté la Classica Comunale Valtellina, mais c'est vrai que au mois de mars, il avait eu un petit coup de mou. J'avais eu des inquiétudes, j'en avais parlé, je lui ai dit est-ce qu'il va réussir vraiment complètement à confirmer? Et puis il a repris sa marche en avant en mai, mais surtout à partir de juillet, avec notamment le Tour de Wallonie, et il a hyper bien fini la saison parce qu'il avait aussi peut-être un peu plus de fraîcheur que ses adversaires, parce qu'il a assez peu couru, 54 jours de course. Là, c'est vrai que ça lui a fait du bien sur la fin de saison, donc ça sera peut-être également l'objectif pour Arnaud Delis, qui a déjà 19 victoires chez les professionnels en 2 saisons. C'est du même niveau que l'Afcoy, c'est du très costaud. Lennert Van Edvelt, coureur qui, moi, m'a impressionné sur la dernière Vuelta, toujours à l'attaque, très présent. 4e à Guadarrama, 8e à Barcelone, 3e également à Lara Belagua, pour un mec qui a pris 4 échappées, Lennert Van Edvelt. 2e également du Sibiu Cycling Tour en remportant l'étape du lac Balea, qui est une étape très difficile chaque année. 3e de la Mercantour classique. Vainqueur de l'Alpe Isère Tour cette année devant Oscar Only et Johannes Kulset, parce qu'il y avait pas mal de coureurs pros qui étaient redescendus pour cette épreuve-là. Et puis avec Oscar Only, il lui colle quand même 1,35. Johannes Kulset finit à 6,07 dans cette course au général, 4e du classement des jeunes, également du Tour de Catalogne. Je trouve que c'est une année qui est très intéressante pour Van Edvelt. C'est un coureur qui est vraiment en progression. Donc 2024, on attend également du bon boulot. C'était sa première année chez les professionnels, dans l'équipe 1 en 2023. Donc ça s'est très bien passé, je trouve. Donc on verra comment ça va se passer en 2024.
23 pour lui. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour Lennart Van Etvelt parce que c'est un coureur qui, je trouve, est très intéressant. Alex Segard, là aussi, on est sur une jeune pépite, 20 ans seulement. Alex Segard qui est un super rouleur, mais c'est un coureur qui a également beaucoup de qualité, notamment pour des courses d'un jour. Alors, pas forcément sur des grosses classiques difficiles. Mais c'est un mec qui, pour moi, a des qualités sur les courses d'un jour. Et surtout, c'est l'un des meilleurs rouleurs actuellement, avec Milesi et Tarling, du côté des jeunes générations, pardon. Ouais, coureur qui m'intéresse énormément, parce que c'est un attaquant aussi. Je rappelle qu'il a fini deuxième des championnats de Belgique, derrière un certain... Remco Evenepoel, et pourtant il avait fait un énorme boulot, enfin Remco, et ça a été vraiment difficile. Et puis la Youngster Coast Challenge où il a fait deuxième, sur le circuit des Ardennes il prend une troisième place, donc non, c'est vraiment un coureur très très intéressant pour le moment. Donc non, coureur qui me donne vraiment envie de suivre encore une fois Alex Segard. Il sera sur l'étoile de Bessage avec notamment le contre-la-montre à l'Est. Donc là, je vais voir ce que ça va donner. Et puis, il va faire pas mal de classiques, notamment flandriennes. Le Grand Prix de Denain, Docke-Recorseux, le Samin, Kurn-Bruxelles-Kurn. Donc il y aura peut-être des choses également à tenter sur ces courses-là. Parce que c'est un grand gabarit, donc c'est vrai que c'est un gabarit qui peut bien marcher également sur ces Flandriennes. Milan Menton. Pourquoi Milan Menton? Parce que j'aimerais pas que ça devienne un Ion Aberastouri. C'est vrai que je m'attendais à un peu mieux en me disant, bon, bah, jusqu'à maintenant, Milan Menton, il était chez Bingoal. C'était un peu compliqué pour lui lancer les sprints. Et je me suis dit, tiens, Milan Menton 2023, l'Auto Destiny, moi j'avais dit c'était un super recrutement. Et puis, ça a été mieux que les années précédentes, mais pour moi, c'est pas encore suffisant pour un coureur de ce niveau-là. Voilà, je m'attendais à une chouille mieux en fait de la part de Milan Menton. Alors, j'avais peut-être des attentes un peu trop importantes, mais je pensais qu'il pouvait faire. En fait, ce qui m'a surtout déçu avec Menton, c'est sa Vuelta. Après, il fait la Vuelta, il a déjà 60 jours de course quasiment dans les pattes. Mais c'est vrai que voilà, c'est sa Vuelta qui m'a un peu déçu. Parce que je m'attendais à un petit peu mieux. Donc voilà, j'aurais voulu une course un peu meilleure sur la Vuelta pour Milan Menton. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Où il sera sur l'étoile de Bessèges lui aussi. Et puis Andreas Krohn, bah, là aussi on est sur un très très gros talent. Andreas Krohn, je trouve que c'est un coureur qui progresse de plus en plus, vraiment un bon puncher. Et on le voit, très bon sur la semi-classique italienne, 10e de Lombardie, 9e du Giro del Veneto, 5e de la Veneto Classique. Pas mal de top 5 sur la dernière Vuelta et surtout une victoire à Barcelone, mais sur une étape qui était quand même un petit peu atypique. Et 4e de l'Amstel, 4e du Grand Prix, Miguel Indurain également, 5e de la Reine Parisor intérieur. C'est vraiment un coureur qui progresse très fortement. Le Danois, donc je trouve qu'il y a vraiment des choses qui m'intéressent énormément chez ce jeune coureur et j'espère que ça va bien évoluer dans le futur pour lui. Et puis je termine avec Maxime Van Giel, c'est là aussi coureur très intéressant, qui avait eu une saison 2022 où il avait notamment remporté la Louda Tour, le Saudi Tour, mais j'avais trouvé qu'il avait eu du mal ensuite à enchaîner. En 2024, bon, il va être suspendu un petit peu. Alors suspension disciplinaire, c'est marqué pour Van Gils. Est-ce que c'est... Alors, ah oui, bah non, je sais même pas. Alors, je vais tenter de retrouver ça parce que j'ai raté ça, Van Gils. Ah oui, pour le coup de poing, oui j'avais oublié Van Gils, oui le coup de poing au Japon. Comme j'avais pas vu la course, puis j'avais oublié. Pour ça, la suspension disciplinaire qui le touchera jusqu'au début février, donc il reprendra autour d'Andalousie, puis le Tour de Catalogne, avec des gros objectifs pour Van Gils. C'est aussi un coureur qui est en réelle grosse progression. Qu'on a vu sur le Tour de France, c'est peut-être l'un des rares lotos qu'on a vu sur le Tour de France, notamment au Grand Colombier où il prend la deuxième place.
7e de l'Amstel, 2e de la Volta à Limbourg Classique, 6e du Tour de Man. Donc il y a eu vraiment des résultats intéressants pour ce grimpeur et surtout une grosse progression comme Andreas Krohn, comme Van Edvelt, comme Dely, comme Segard. C'est des coureurs qui progressent énormément d'année en année, donc on voit que ça marche bien du côté de la Lotto Destiny. Le maillot 2024 de cette formation, eh bien maillot, on a un dégradé un peu plus noir au niveau du bleu de la Lotto Destiny. Avant, c'est vrai que c'était vraiment séparation rouge Lotto, bleu Destiny. Là, il y a un petit dégradé noir sur le Destiny qui permet un peu de faire ressortir également le nom du sponsor. Et puis toujours ce bleu, ce blanc, rouge, jaune, et puis un petit peu de noir qui pourrait rappeler les couleurs de la Belgique, un noir, jaune, rouge du côté de la Lotto. Puis voilà ce rouge emblématique de cette formation ces dernières années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!